La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle plénière. Alors je vais vous demander juste d'avancer un petit peu parce que les caméras, pour ceux qui nous suivent en digital, elles sont juste là et vous êtes devant. Alors, pour la suite de ce premier sommet de l'inclusion économique, vous l'avez vu, c'est très dense. On a des invités de très haut niveau et ça s'enchaîne toute la journée. Avant de rentrer dans le détail de cette prochaine plénière, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, le sondage pour lequel on compte sur vous. Ça se passe à la fois sur l'application du sommet de l'inclusion économique, mais aussi en digital sur l'onglet qui s'affiche sur votre écran. On compte sur vous pour voter et nous donner votre avis sur les politiques diversité et inclusion, notamment au sein de votre organisation. Voilà qui est fait. Et pour introduire nos prochains échanges qui portent sur l'entrepreneuriat pour tous et donc le financement pour tous, je vous propose d'écouter le témoignage de Keota Dengmanara. Elle est chef d'entreprise. Elle a fondé une société de production dont le premier court-métrage vient de sortir. Je vous propose de l'écouter. Elle a un discours assez cash. Regardez. Dans les quartiers, et pas que, il y a quand même une majorité de personnes qui ont des projets extraordinaires, ce sont des pépites, mais elles n'ont pas accès au financement, elles n'ont pas accès voilà, à l'accompagnement, en tout cas sur le long terme. Donc je dirais que ce serait très intéressant à tous les CEO de grandes sociétés qui ont le financement, qui ont l'expérience de pouvoir accompagner, pourquoi pas via du mentoring, sur le long terme et à chaque étape de la vie de la société, ces entrepreneurs, jusqu'à ce que voilà, elles puissent voler de leurs propres ailes. Donc on compte sur vous. Je vous avais dit qu'elle était cash, Keota. Alors maintenant, je vais compter sur mon confrère Arnaud Ardouin pour balayer justement cette question du financement pour tous. Question ô combien cruciale pour les entrepreneurs. Vous pouvez le retrouver, Arnaud, tous les matins sur Bismart chez Smart Job. C'est comme ça que ça s'appelle. Arnaud, je compte sur vous jusqu'à 14h15 précise. Ouais, 17 peut-être. 16. Vous m'en donnez 16? Ouais, c'est la négociation. Elle est dure. On est déjà dans la finance, hein, là. C'est ça. On est dans le chiffre. Ravi d'être avec vous. Ne partez pas parce que c'est vrai que la salle s'est vidée d'un coup. Il faut les faire revenir. Hein. Il faut faire revenir le public. C'est en digital, tout le monde nous voit. Très heureux d'être avec vous. J'ai été présenté, je suis journaliste, vous le savez. Et on va parler d'un sujet ô combien important lorsqu'on veut lancer son entreprise, qui est le financement. Alors souvent, on a une très belle idée. Et puis les choses se gâtent parce qu'on va pousser la porte d'une banque, on compte ses fonds de tiroir et on n'a pas. Et parfois, ça bloque évidemment un projet d'entrepreneuriat. On en parle aujourd'hui avec des invités, des femmes et des hommes investis. Ils vont nous raconter leur engagement sur ce sujet. Hélène Formery est à mes côtés. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes en charge du pôle financement et animation des réseaux à la BPI. On va en parler avec vous parce qu'il y a un programme d'entrepreneuriat pour tous. Alors, on parlera des quartiers, bien sûr, hein, des quartiers prioritaires, mais aussi des territoires de manière plus large, parce que ça concerne des femmes qui peuvent habiter dans des petites villes de province, qui veulent monter leur boîte et qui bloquent aussi. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à l'invitation. Pauline Adam-Calfon, ravi de vous revoir, parce que imaginez bien qu'on a un tout petit peu parlé avant, tout de même. Vous êtes associé chez PwC, en charge de l'inclusion et de la diversité. C'est quelque chose de très important qui est chevillé au corps, qui vous est chevillé au corps, et pas que vous d'ailleurs, et en charge, alors c'est plus complexe et technique, en charge de l'activité de la transformation digitale. Il y a un plan stratégique, vous allez en parler, il y a une vraie volonté. Vous ne parlez pas forcément des quartiers prioritaires, mais vous parlez des territoires. Vous élargissez le spectre. À vos côtés, Géraldine Plénier. Bonjour Géraldine. Bonjour. Ravi. Directrice générale de Positive Planète France, puisqu'il y a aussi Positive Planète International, qui est une ONG. Alors, à l'origine créée par Jacques Attali et Mohamed Younous, et
la vôtre, Positive Planète France, créée après la mort de Zied et Bouna. C'était en 2006. Et vous accompagnez, et vous allez nous en parler, il y a beaucoup de chiffres. 40 000 personnes ont poussé la porte de l'ONG et vous les accompagnez de A à Z. Il y a un vrai travail mené sur le terrain. Awa Dramé est à vos côtés. Bonjour Awa. Entrepreneur. Alors, vous avez une histoire très intéressante. D'abord, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle m'avait dit, surtout, ne le dis pas. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, anniversaire à l'occasion de ce sommet de l'inclusion, on en parlera avec vous. Entrepreneuse, vous avez créé votre structure, Awa, Time to Start. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous êtes passé par des grandes entreprises et puis aujourd'hui, vous accompagnez près d'une trentaine d'entrepreneuses, d'entrepreneurs. Vous les suivez, vous les accompagnez. Je suis très heureux d'être avec vous. Et puis Étienne Agenot est avec nous. Bonjour Étienne, directeur du développement du capital humain de WeCare. Alors, j'avais mis dans ma fiche, vous m'avez repris tout de suite, j'avais mis leader mondial du service à la personne. Vous m'avez dit, redescendez d'un cran. Leader français, leader mondial d'ici 15 ans. D'ici 15 ans, c'est ce que m'avait dit votre patron quand il était venu sur notre plateau. Et puis un peu slasher, parce que vous êtes aussi un pied dans les RH, l'accompagnement. C'est très intéressant par rapport à ce que fait WeCare. Permettre à des collaboratrices et collaborateurs de pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat et puis faire des programmes de formation, pas uniquement pour eux, mais pour leur famille aussi. Tout à fait. On va en parler. Merci en tout cas d'être avec nous. Awa Dramé, je voulais juste vous poser la question, pas parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui, évidemment, ça c'est fait, mais ça dit quoi pour vous d'être là, à ce sommet de l'inclusion? Qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors, c'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc j'aurais pu être au calme à la maison, profiter de cette journée, mais je suis très, très heureuse d'être ici parce que c'est quand même assez rare d'avoir des temps aussi forts qui réunissent les associations, les institutions, les entreprises, les pouvoirs publics pour, en fait, discuter de ce qu'on a fait de bien hier, ce qu'on fait bien aujourd'hui, mais surtout ce qu'on peut faire de mieux demain, en fait, ce qu'on peut faire de mieux ensemble demain. Et donc, pour moi, c'est ça le sommet de l'inclusion, c'est faire en sorte que ce soir, à la fin de cette journée, on ait des solutions concrètes à une meilleure inclusion dans notre société. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Juste un petit mot, parce que je trouve qu'Awa donne le là de manière intéressante. On va essayer de se projeter. On parlera de tout ce qu'il fait, mais juste un mot chacun très court. Avec vos diagnostics, vos regards respectifs, vos histoires respectives, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué quand on est une jeune entrepreneuse, un entrepreneur, jeune ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui ont plus de 40 ans et qui veulent créer leur boîte. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça bloque en matière de financement? Géraldine, peut-être. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être qu'on parlera un peu plus tard de ce que fait Positive Planète, puisque Positive Planète est une association qui agit avant tout dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs et entrepreneureux dans les quartiers politiques de la ville. Nous n'intervenons pas directement sur le financement, mais en revanche, on connaît les besoins des entrepreneurs et entrepreneurs que nous accompagnons dans le domaine du financement et on fait un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que 2/3 des porteurs de projets ou des entrepreneurs qu'on a accompagnés, en fait, créent leur activité uniquement sur leur fonds personnels. Ouais. Donc évidemment, avec leurs économies, pour le dire simplement. Donc on peut imaginer que c'est du coup limitant pour envisager le développement de leur activité. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, 1/3 des entrepreneurs vont faire un micro-crédit auprès notamment de partenaires qui sont l'ADI. Et ensuite, ils vont aller voir en effet le secteur bancaire. Mais en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, notamment ceux que nous accompagnons et qui sont pour la grande majorité d'entre eux des habitants des quartiers politiques de la ville, font assez peu appel finalement aux prêts bancaires, soit parce qu'ils n'ont pas le réseau, soit peut-être parce qu'ils n'ont pas, je dirais qu'ils n'osent pas finalement. C'est ça, un peu peur d'aller pousser la banque de chez le banquier, voilà, la porte du banquier. Donc je dirais qu'il y a des biais un petit peu des deux côtés, aussi bien du côté du système bancaire que de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs. Et en même temps, je dirais qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de solutions en termes de financement.
On l'a dit, il y a notamment l'ADI, mais il y a aussi BPI, je pense que Hélène reviendra dessus. Et puis, il y a de nombreuses initiatives de création de fonds destinés particulièrement aux entrepreneurs. Et on va revenir dont dessus. Un en particulier, puisque je ne voudrais pas évidemment couper l'herbe sous le pied à notre ami Saïd Amouche, qui est la cheville ouvrière de ce premier sommet de l'inclusion, mais il y a quand même une gestation, voire même la création. Je vous vois sourire, Pauline, dans quel fond, parce que justement, ça vous est chevillé au corps chez PwC. Il y a un vrai travail sur l'inclusion au sens large. L'inclusion, c'est aussi la place des femmes dans l'entreprise, il faut-il le dire. Pourquoi cet engagement d'abord, concrètement? Pourquoi vouloir avancer sur cette question-là? Alors, chez PwC, nous, on accompagne nos clients pour une transformation avec des effets durables. Et si on veut des effets durables, on veut de la performance économique et sociétale. Et ça passe par avoir plus de diversité, pour avoir plus de richesse, pour avoir des équipes qui peuvent penser, qui peuvent agir différemment. Alors, vous le disiez... Ça, c'est des collaborateurs, on est bien d'accord. On n'est pas dans l'entrepreneuriat au sens propre du mot. C'est pas que les collaborateurs. C'est d'abord les collaborateurs. Et donc, cette richesse, la ministre le disait avant, elle peut prendre vraiment différentes formes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une culture qui soit inclusive pour ces typologies. C'est aussi, et donc ça passe évidemment par l'interne, ça passe aussi dans notre façon d'opérer avec nos clients. Et on est un agent du changement, on accompagne nos clients autour de ces sujets. Et c'est aussi avec les associations qu'on peut accompagner, soit avec du soutien financier, soit sous forme de mécénat, comme on le fait. Et on est partenaire historique de avec Mosaïque RH. On amorce doucement quand même ce qu'on va dévoiler tout à l'heure. Est-ce que Saïd vous présentera? Parce que c'est un élément très important de ce sommet. Au-delà des échanges, de la richesse, de l'énergie très positive qui circule depuis ce matin, c'est aussi un élément clé. Hélène, la BPI, je parlais de ce programme pour l'entrepreneuriat. On est dans les quartiers prioritaires ou on va un peu au-delà à la BPI? Est-ce qu'on élargit le spectre? Alors, le rôle de BPI France, c'est la banque publique d'investissement, donc c'est bien d'être en soutien de tous les entrepreneurs. Donc, tous les entrepreneurs, ça veut aussi dire qu'on observe qu'il y a des entrepreneurs qui vont avoir plus de mal à aller vers l'offre existante. Et nous, ces entrepreneurs-là, justement, on développe des programmes spécifiques pour leur permettre de pouvoir, alors Géraldine en a parlé, mais lever les freins, qu'ils soient physiques ou plutôt psychologiques. Les biais, on a parlé de biais. Voilà, exactement. Le savoir-être, la façon de parler, tout à fait. Dire. Donc c'est lever ces freins pour permettre d'aller, comme n'importe quel entrepreneur, vers l'offre existante. Je reviendrai peut-être sur l'offre plus tard, mais donc quand on parle donc d'inclusion, on parle bien évidemment d'inclusion territoriale, donc que ce soit les quartiers politiques de la ville ou les territoires ruraux, mais c'est aussi l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi l'entrepreneuriat des jeunes, puisqu'on le voit, peut avoir des difficultés aussi à avoir accès aux dispositifs. Étienne Agenot, je vous donne la parole. WeCare, leader français, il faut le préciser, Marco 2 en particulier, il y a beaucoup de marques qui sont à l'intérieur de ce groupe, très, très performant, très dynamique. Vous avez, vous aussi, cette inclusion, cette envie chevillée au corps d'accompagner à l'entrepreneuriat, j'ai même envie de dire à l'intrapreneuriat, c'est-à-dire des collaboratrices, salariées, à qui presque vous dites, mais regardez, c'est possible, crée ta boîte, tu peux le faire, on va t'aider. Oui, tout à fait. On traite le sujet de l'entrepreneuriat de manière globale. On est déjà un groupe d'entrepreneurs. On est dirigé toujours par notre fondateur. On a aujourd'hui 70% de nos agences qui sont des franchisés. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette culture de l'entrepreneuriat, tant en interne pour permettre... Je prends un exemple, on l'évoquait tout à l'heure en préparation. On a aujourd'hui 70% de nos responsables d'agences qui sont des femmes, donc qui dirigent des agences de services à la personne. Donc salariés. Et on a 70% de nos franchisés qui sont des hommes, qui dirigent des agences de services à la personne. Et donc on a un enjeu en tout cas d'accompagner et de permettre à chacun de se développer, que ce soit dans le statut salarial ou dans le statut entrepreneurial. Et donc ça passe par plusieurs sujets. On parle du premier élément qui est autour des biais qu'on peut avoir à lever. On a lancé Bouge ton groupe, qui est un réseau de femmes au sein de l'entreprise pour permettre d'identifier des rôles modèles qui permettent de montrer à tout le monde que c'est possible d'entreprendre. Donc ça, c'est un des premiers leviers sur lesquels on travaille. On travaille sur le sujet de la formation et de l'acculturation. Comment, finalement, c'est
Pour entreprendre, on a des premiers leviers, mais j'y connais rien. C'est quoi les statuts? J'ai pas le niveau, j'y arriverai pas. Comment on fait un business plan? Donc, on a une plateforme de formation qui permet à tout le monde d'accéder à des parcours autour de l'entrepreneuriat pour découvrir le sujet. Et on va aller, vous le disiez tout à l'heure en introduction, on va aller plus loin sur 2022 parce qu'on va ouvrir cette plateforme à l'ensemble des enfants de nos salariés. Donc, on a 50 à 70 000 personnes qui vont pouvoir accéder à tout ce contenu de la formation en ligne avec des parcours spécifiques à l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on a les personnes qui viennent de l'extérieur de l'entreprise, qui veulent se développer dans le secteur du service à la personne et ouvrir des franchises. Et donc là, l'enjeu, c'est comment on les accompagne. Comment on les accompagne tant sur les parcours de formation, pour leur permettre d'aller vers ce nouveau métier, que dans les questions de financement. Et là, il y a deux éléments que je vais évoquer en tête, qui sont, on développe un principe de micro-franchise, notamment avec Adi, qui est le seul organisme qui va permettre d'accompagner en financement sans apport personnel. Et donc là, on l'a cité 2 fois déjà, l'Adi. Hein. C'est un élément clé quand même pour le financement, il faut le préciser. Oui, c'est un acteur clé. C'est le seul aujourd'hui organisme qui prête sans apport personnel et qui permet d'accompagner. On a plus aujourd'hui de 50 jardiniers micro-franchises qui peuvent exister. Et puis le deuxième élément, vous parliez tout à l'heure de l'annonce qui sera faite avec Saïd, mais au sein du groupe Wicker, on a lancé notre fonds pour le développement de la franchise. Et donc Comme une banque sans gagner d'argent. Tout à fait, sans gagner d'argent. Sur la trésorerie du groupe Wicker, on vient accompagner et permettre d'aider et d'apporter ce premier pouce, ce premier... Vous avez un chiffre, c'est quoi le montant moyen, le panier moyen d'aide? En fait, 15 000, 20 000, jusqu'où vous allez? On vient le lancer, en moyenne on va être sur 30% du montant global qu'on va accompagner en termes de financement et qui va permettre d'accompagner le franchisé pour se lancer dans l'aventure. Donc ça fait partie de l'ensemble des leviers qu'on peut activer, tant sur des leviers de formation, psychologique, d'accompagnement, que des leviers financiers. Vous voulez réagir à Awa, parce que je disais qu'il y a 30 personnes qui sont dans votre structure, à Montreuil entre autres, vous êtes basé sur Montreuil. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit de ce rapport très concret du moment où elles ont essayé de trouver de l'argent et qu'elles se sont dit je ne vais pas réussir à réunir les fonds, j'ai besoin de 30 000, 40 000, ça dépend des projets évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un problème de choc culturel, de façon de s'exprimer, de mal dire les choses, de ne pas bien les dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que nous, notre mission déjà avec Time to Start, rappelons-le, c'est quand même d'accompagner l'entrepreneur à avoir les outils, les codes et aussi toutes les ressources nécessaires pour développer son activité. Notre mission, c'est très simple, c'est d'agir en faveur d'un écosystème entrepreneurial plus inclusif. Donc on travaille avec des entreprises qui sont partenaires et qui vont nous soutenir dans nos actions, comme la Fondation KPMG qui est très présente dans nos actions. On travaille aussi sur le réseau, donc la mise en relation entre l'écosystème actuel entrepreneurial, donc de financement, parce que ce qui est important, c'est aussi bien connaître les clés d'accès au financement pour les porteurs de projets. Donc notre objectif, c'est permettre à ces porteurs de projets, à ces entrepreneurs d'être connectés à ces dispositifs. Vous parlez de l'ADI, mais il y en a d'autres aussi. Et puis aussi l'écosystème évidemment d'entreprises et des banques. Je coupe, j'ai vu dans des chiffres, je crois que c'est les chiffres de Positive Planet, qu'il y a une vraie dynamique, les entreprises sont pérennes, elles continuent à vivre lorsqu'elles sont accompagnées. En revanche, il y a un petit bémol, peut-être m'arrêterez-vous, c'est le montant des revenus, de l'argent dégagé par mois. On est au SMIC. Enfin, c'est ça le profil de ceux qui créent leur entreprise ou pas? C'est une vraie question quand même ça. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus, en tout cas, lancer des stéréotypes. On a tout type de profils. Nous, effectivement, des micro-entrepreneurs. On en a beaucoup dans les quartiers, mais on a aussi, moi j'accompagne des projets qui ont un potentiel de croissance, de développement en France, à l'international, et aussi on accompagne en fait des employeurs donc qui créent de l'emploi dans les quartiers. Donc ça, c'est important. Je pense qu'on a vraiment, oui, on a une grande mixité. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu l'image qu'on peut avoir des profils issus des quartiers ou d'autres des territoires de manière plus large. C'est cette mixité de profils. Donc on n'a pas un type d'entrepreneur, mais plusieurs types et des besoins qui sont différents. Et donc notre objectif, c'est tous ensemble d'essayer de répondre à tous ces besoins. Géraldine, côté Positive Planet, puis BPI et PwC, parce qu'on va basculer sur cette idée de ce fonds et de ce label, parce qu'en fait, on va le voir dans un instant, c'est pas qu'un fonds, c'est aussi une sorte de sésame. Sésame, ouvre-toi, c'est-à-dire ouvre-toi à la porte de la banque. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce dynamisme de créativité, d'envie de créer, et parfois quand même des revenus qu'il faut accompagner aussi, c'est faible.
Oui, les revenus en effet sont faibles. Alors c'est vrai que, comme je dirais le précise également Awa, même chose, nous on ne définit pas ou on ne s'arrête pas à un certain nombre de profils ou de projets. Au contraire, je dirais l'ADN de Positive Planet, c'est d'être uniquement dans les quartiers politiques de la ville. Alors je rappelle quand même, c'est 5,5 millions quand même d'habitants en France, et un taux de pauvreté qui est 3 fois supérieur au niveau national et un taux de chômage de 2,5% également. Donc voilà, il y a une situation réelle. Donc l'ensemble des lieux où nous sommes, c'est uniquement dans les quartiers politiques de la ville et nous ne faisons aucune sélection, aucune. Porte ouverte intégrale. Porte ouverte à tous les entrepreneurs et entrepreneureux qui souhaitent se lancer, qui souhaitent créer leur entreprise. J'ai une idée. Je ne sais pas comment le bâtir, je ne sais pas comment faire, j'y vais. Voilà, donc c'est pas de sélection, c'est gratuit. En moyenne, l'accompagnement, c'est entre 6 à 8 mois. Ça peut être moins, ça peut être plus, avec toutes les phases de l'accompagnement, la définition de la stratégie commerciale, statut juridique, BP, enfin tout ce qui est nécessaire avant de se lancer. Business plan pour le BP. Voilà, business plan, pardon. Tout ce qui est nécessaire avant de se lancer. Alors nous, on n'intervient pas, comme je le disais, vraiment sur la partie financière, mais on travaille avec tout l'écosystème qui intervient sur ces sujets-là, et on est là pour, je dirais, transmettre et diffuser l'information auprès des entrepreneurs. Une forme de crédibilité, c'est pour m'amener doucement au fond et à sens, mais vous amenez quand même une forme de labellisation par votre marque. Vous êtes sérieux, quoi. On se dit, bon, voilà, ils sont accompagnés par Positive Planet. C'est ça, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure. Moi, je ne crois pas la question, c'est entrepreneuriat pour tous, financement pour tous. Entrepreneuriat pour tous, dans l'absolu, peut-être pas. Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément le souhait de créer. En tout cas, pour ceux qui souhaitent créer, il faut leur dire qu'il y a aujourd'hui des solutions. Il y a aujourd'hui des réseaux partout sur le territoire, et 70% des porteurs de projets aujourd'hui ne sont pas accompagnés. Donc venez. Et là, il y a danger, faut le préciser. Sans accompagnement, en général, on se casse la figure. Voilà, je veux dire, la pérennité est beaucoup plus incertaine. Et ensuite, nous, notre mission, c'est de faire en sorte que tous les entrepreneurs qui ont immatriculé, qui ont défini leur BP, donc c'est un gage en effet de sérieux personnel, mais sérieux de leur projet, qui puissent accéder au financement. Je dirais ça, c'est une de nos missions, et donc d'aller rencontrer potentiellement l'ADI, dont nous sommes partenaires, mais BPI et tous les banques, bien évidemment, et tous les dispositifs qui existent. Ça, c'est notre mission finale, c'est de faire en sorte qu'une fois que l'entreprise est créée, il puisse y avoir un accès au financement. Et peut-être une tour de contrôle sur une plateforme Internet pour que, je ne sais pas si vous connaissiez tous, Hélène, mais c'est intéressant, même ce débat, où chacun mène des initiatives d'une force incroyable, avec une volonté. Est-ce que tout le monde se connaît? Est-ce que tout le monde est lié? C'est un vrai sujet, ça. Justement, c'est un peu ce que BPI France Création a mis en place. Ça passe notamment par l'annuaire des réseaux. On en a parlé, les réseaux, c'est l'ADI, mais c'est d'autres comme Initiative France, France Active, Positive Planet. Toute cette communauté en fait, qui gravite sur BPI France Création, qu'on va retrouver sur cet annuaire sur le site de BPI France, qui permet à n'importe quel entrepreneur de pouvoir trouver le réseau d'accompagnement qui lui convient sur sa zone géographique. Et également des informations sur les différents dispositifs financiers qui existent, puisqu'il existe des dispositifs financiers qui vont correspondre à tous les stades de vie de l'entrepreneur et à ses besoins. Et notamment, je vais revenir aussi sur une notion, on parlait de fonds propres, on parlait de fonds propres quand on commence. Aujourd'hui, donc l'ADI intervient seul effectivement, mais des réseaux comme Initiative France ou comme France Active, grâce au prêt d'honneur solidaire, donc qui est financé par le ministère de l'Emploi, permet d'avoir un prêt à taux zéro pour n'importe quel entrepreneur qui se lance avec un réseau d'accompagnement que je viens de citer. Comment vous regardez le débat qui s'installe? Parce que vous avez décidé chez PwC d'aller un peu plus loin. Vous avez parlé de l'inclusion, ce que vous faites évidemment pour l'ensemble des personnes que vous recrutez. Il y a un vrai travail qui est fait chez PwC, mais vous vous êtes dit, tiens, avec Mosaïque, qu'on accompagne depuis longtemps, il faut franchir une étape supplémentaire. Quelle est cette étape? Alors en fait, par rapport à ce qu'on s'est dit, il y a effectivement des biais inconscients ou pas, qui biais font cognitifs, comme on les appelle? Absolument, qui font que les entrepreneurs, les entrepreneuses des territoires, donc on parlait de territoires dans la préparation parce qu'évidemment il y a les QPV, mais il y a aussi les zones rurales, en fait on parle de l'ensemble des territoires, oui. Font qu'ils ne vont pas toquer à la porte du banquier ou de la banquière. Ou alors ils l'ont fait, mais ils ont été douchés, quoi. Ils ont essayé. Très vite, ils ont compris. Et également, parfois, ils ne sont pas au courant parce que ça reste quand même une jungle. On parle d'annuaire, on parle d'écosystème, c'est quand même très compliqué
d'avoir une vision exhaustive des différentes aides auxquelles on peut avoir le droit. Et donc je vous disais, nous, l'inclusion des diversités chez PwC, on le fait évidemment en accueillant des talents qui sont issus des diversités, on a tous notre propre diversité, mais aussi en accompagnant, en travaillant en écosystème avec nos clients et les associations. Et donc, l'accompagnement qu'on a pu faire auprès... À quel moment ça se passe avec Saïd? Vous dites, c'est bien, on a travaillé ensemble, mais il faut qu'on franchisse une étape. Oui. À quel moment ça se passe, ça? Absolument. Donc, il y a eu un premier accompagnement qui a été autour de la vision stratégique sur finalement vers où doit aller Mosaïque RH. Et une deuxième étape qui a été de dire comment on peut accompagner concrètement les entrepreneurs et les entrepreneuses des territoires. Et ça faisait écho à notre propre stratégie qui est avec des marqueurs sociétaux forts sur l'équité femmes-hommes, sur la RSE et sur les territoires. Alors cet accompagnement, nous, notre métier, c'est de mettre à disposition des compétences pour accompagner nos clients. Donc c'est des services professionnels et on s'est dit, on va finalement faire ce qu'on a fait pour Mosaïque RH. On va les accompagner en donnant une vision stratégique autour de comment on pourrait accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses des territoires et en mettant à disposition l'ingénierie financière qui est finalement le métier. Et c'est ce qu'on fait pour nos clients. Donc vous avez en fait dessiné, construit ce fonds qui va sortir de terre, qui n'est pas encore tout à fait sorti, mais qui sera annoncé tout à l'heure. Saïd Hamouche m'a bien sûr autorisé à pouvoir l'évoquer avec vous. C'était important qu'on l'amorce avant qu'il vous l'explique. Je vous vois hocher, vous dites oui, c'est une étape supplémentaire, ce fonds, parce que à la fois ça sera un fonds, ça sera un label. C'est bien ça comme initiative, vous la soutenez, j'imagine, Géraldine ou Awa, parce qu'il y a l'idée quand même que ça soit un grand collectif où tout le monde puisse jouer. Je vais laisser parler Awa quand même. Awa, non mais chacun hésite. Qui prend la parole? Allez-y, Awa. Alors, juste pour revenir sur la genèse de ce projet Sens. Dans lequel vous êtes impliqué aussi. Oui, avec Mosaïque RH et PwC. L'idée, c'était partir du constat qu'effectivement, il y a des choses qui se font aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial. Mais on sait qu'on doit aller plus loin. Géraldine disait que 70% des entrepreneurs ne sont pas accompagnés. C'est énorme. Et donc, on s'est dit, comment faire pour... Excusez-moi, donc pas accompagné parce que pas informé, n'ayant pas eu accès aux informations que vous donnez là, sur scène. C'est ça l'histoire. Oui, j'y viens. Effectivement, il y a ce manque d'information. Il y a aussi un besoin de rendre plus lisible l'écosystème actuel. Et donc, comment on arrive à mieux faire travailler les acteurs ensemble. Et donc, il y a aussi cet axe qui est important, c'est à un moment donné, il faut qu'on arrive à se reconnecter avec ces entrepreneurs, ces porteurs de projets. Il faut qu'on arrive à être en proximité des besoins. Et en fait, on n'y arrivera pas seul. C'était vraiment le point de départ avec Saïd des discussions. Donc on a décidé de travailler sur un programme donc Sens qui vise effectivement premièrement à rendre plus lisible, à mieux informer les porteurs de projets, à faire en sorte que les acteurs de l'accompagnement mais aussi du financement puissent travailler ensemble, donc rendre plus lisibles les parcours d'accompagnement. On revient à ça, début, travailler ensemble, se connaître. Tout à fait. C'est vraiment créer un écosystème qui facilite l'entrepreneur, en fait, son parcours. Et donc du début, au moment où il a l'idée, jusqu'au moment où il décide d'être financé. Et puis après, c'est aussi compléter l'offre qui existe, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même des trous dans la raquette. Et là, c'est proposer, en fait, tout simplement un véhicule qui permet de faire du prêt à taux zéro et donc compléter et faire effet de levier auprès des banques et puis qui vient compléter éventuellement tous les autres dispositifs dont la personne aura de financement. Et j'ai juste un dernier point à ajouter, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup des biais qui sont liés à l'entrepreneur, mais pour moi il y a un axe quand même qui est assez fort. Que vous appelez discrimination? Alors attendez, j'y viens. Ah oui. Je vais un peu vite pour vous. J'arrête de vous embêter là. Laissez-moi terminer. Allez-y, mais laissez-moi finir. Donc effectivement, on a parlé des biais qui sont liés à l'entrepreneur en lui-même, en disant il manque de confiance ou il s'auto-censure. Souvent, c'est ce qui est noté pour l'entrepreneur. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a je pense, une nécessité de prise de conscience de la société actuelle.
parce qu'il y a quand même des discriminations qui sont très fortes. Vous parlez des biais inconscients qui sont liés peut-être au profil ou autres, mais qui amènent des discriminations qui sont réelles. Et donc, des entrepreneurs, j'ai des retours d'expérience d'entrepreneurs qui nous disent effectivement qu'ils n'ont pas accédé au financement et sur des critères qui ne sont pas très, très clairs. Mal accueillis, pas clairs. Voilà, on a des retours. On a même une étude qui a été menée avec le soutien de KPMG sur comment comprendre un peu les processus et les intentions entrepreneuriales des entrepreneurs. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est plus difficile quand on est issu d'un quartier d'accéder à ces financements. Et donc l'idée, c'est vraiment essayer de casser ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Et puis enfin, on espère, puis là c'est notre objectif aussi à terme, c'est faire en sorte qu'il y ait de la valeur qui se crée partout dans le territoire. Et une des possibilités, c'est avec le programme Sens. Pauline, et j'ai la parole à Étienne, parce que les femmes qui deviennent salariées, qui sont salariées, qui veulent passer dans l'entrepreneuriat, j'aimerais vous interroger sur savoir comment ça marche. Mais il y a la notion financière, l'idée d'un complément financier grâce à ce fonds. On évoque, mais il y a aussi quand même l'idée d'une labellisation, c'est-à-dire le banquier, quand il reçoit cette personne, avec tous les biais, avec tous les préjugés qu'il a, il a quand même le document mosaïque, il se dit « Ah, ça c'est quand même un élément un peu comme Positive Planet, qui est d'ailleurs dans ce dispositif. » C'est quoi? C'est une sorte de gage de crédibilité? Cézanne, ouvre-toi. Cézanne, ouvre-toi. L'idée, comme le disait Awa, c'est d'avoir une aide qui peut être protéiforme, parce que selon les parcours des entrepreneuses et des entrepreneurs, ils n'ont pas besoin forcément de la même chose. Ça peut être un coup de pouce avec un financement. Ça peut être aussi ce sésame qui fait qu'ils vont être écoutés au départ et pris au sérieux. Et puis, ils vont pouvoir finalement bénéficier de toutes les aides qui existent aujourd'hui. Et puis, ça peut aller plus loin et jusqu'à une prise de participation. Je voulais juste réagir à ce que disait Awa en faisant un parallèle sur les biais qui peuvent exister. Alors, bon, qui peuvent exister... qui existent de la part des entrepreneuses et des entrepreneurs, surtout des biais de ceux qui les reçoivent et qui ne les prennent pas au sérieux. On a aussi la même chose, en fait, quand on regarde en entreprise, toutes les entreprises qui sont avancées sur des recrutements inclusifs et qui, du coup, vont sourcer des profils qui sont issus de la diversité. On voit que, finalement, on arrive à sourcer les bons profils. Ces profils sont accompagnés et arrivent à rentrer dans l'entreprise. Là où le bas blesse, c'est les managers qui ne sont pas suffisamment, et d'ailleurs les entreprises avancées travaillent dessus, accompagnés pour savoir finalement inclure ces profils. Donc en fait, on a le même parallèle, en fait, le parallélisme on peut faire dans l'entreprise. C'est pas quelque chose qui est spécifique aux entrepreneuses et aux entrepreneurs. Qui fait écho d'ailleurs avec le cabinet Occurrence et une étude en partenariat avec PwC où 48% des personnes interrogées, donc des jeunes, considèrent avoir été discriminés au moment de leur embauche, de leur recrutement. Je suis persuadé qu'on doit peut-être avoir des chiffres équivalents d'un entrepreneur qui pousse la porte d'une banque et qui a le sentiment d'avoir pas été entendu, pas été écouté, donc discriminé, maltraité, entre guillemets, par rapport au projet. Étienne, je vous donne la parole, parce que dites donc, vous êtes là comme ça à nous écouter. Vous évoquiez l'idée de passer du salariat à l'entreprise. Pour les femmes de l'entreprise WeCare, enfin d'une des marques de WeCare, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes? Elles vous disent aussi, 1, j'ai peur, 2, j'ai pas de financement. C'est dans quel ordre? Depuis tout à l'heure, ce qu'on évoque, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'accompagnement, de communication et de valorisation. Et donc, il y a en effet cette logique de frein ou de discrimination qu'on évoquait, mais de se dire... j'ai la capacité, tout le monde peut entreprendre, et donc comment on accompagne chacun? Donc on a lancé un programme qui s'appelle J'entreprends, qui permet justement d'accompagner nos collaborateurs dans ces phases aussi de réflexion, de maturation du projet, pour réussir à se lancer dans cette phase d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis j'évoquais Bouge ton groupe. Bouge ton groupe, c'est quoi? C'est en fait une émanation d'une structure qui s'appelle Bouge ta boîte, qui est un réseau d'entrepreneuses qui existe sur tout le territoire au niveau national, où les entrepreneuses vont échanger, partager entre elles, dans leur région, dans leur territoire, pour à la fois s'entraider, partager entre pairs et pouvoir se développer. Et on a finalement importé ce programme Bouge ta boîte au sein de l'entreprise. On est le premier groupe à avoir lancé avec eux Bouge ton groupe, qui est finalement le développement d'un réseau, alors je dis d'entrepreneuses, de salariés dans l'entreprise, mais pour permettre à la fois de vraiment développer cette logique à la fois de rôle modèle, d'accompagnement entre pairs, et finalement de réseau interne qui va aussi s'entraider pour porter son projet, qui soit d'entreprendre en tant que salarié dans l'entreprise, dans sa trajectoire professionnelle, dans son évolution. Je vise tel poste, comment j'y vais, comment j'évolue au sein de l'entreprise pour faire qu'on ait plus de femmes aussi qui évoluent dans les postes de direction.
Et puis, sinon, comment j'entreprends si je veux devenir en effet franchisé avec tout le dispositif d'accompagnement. Oui, juste un mot, Étienne, par rapport à ce que vous venez d'entendre sur ce fonds Sens, qui est un collectif, hein, qui se veut être un collectif. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être un entrepreneur qui sera aidé par le financement WeCare et en même temps bénéficier de Sens. Non, enfin, j'essaie de. Est-ce que je mets la charrue avant les bœufs ou pas là? Enfin, je suis ravi de ce que j'apprends là aujourd'hui sur Sens. C'est une information non, mais importante. Les deux font sens pour reprendre, mais le fonds de développement qu'on met en place au sein du groupe WeCare, il répond aux mêmes enjeux. Il répond, au fait qu'on est un expert du service à la personne, donc on connaît notre activité, on est en capacité de bien accompagner, de bien étudier les projets, et donc de pouvoir aussi accompagner les entrepreneurs en sécurisant, on va dire, leur lancement, parce qu'on a une bonne analyse et une bonne connaissance du marché. Et donc ce fonds-là, il répond au même objectif, qui est d'apporter un financement supplémentaire qui permet, quand on va se retourner vers les banques, d'avoir déjà un premier appui qui va permettre d'aider dans le financement et dans le lancement. Donc je pense qu'on est sur le même objectif, nous sur un fonds qui est dédié aux marques du groupe et à l'accompagnement de nos franchisés, et là un fonds qui s'ouvre à une échelle plus importante. Saïd nous a rejoint, il est entré pendant le débat. Saïd, juste une minute, si tu veux nous rejoindre, juste d'un mot, puisqu'on a dévoilé Sens, est-ce que tu veux nous rejoindre une minute pour en dire un mot ou pas? Viens nous rejoindre, il y a un micro. C'est important parce qu'on l'a dévoilé sans le dévoiler. Le mot de la fin, ce sera toi, Saïd Hamouche, et on n'a pas osé le dévoiler, mais juste prendre un micro peut-être ici, Saïd, pour nous dire un mot qui viendra peut-être prolonger ce qu'on s'est dit, à la fois un sésame et à la fois un fonds avec de l'argent sonnante et trébuchante. Oui, nous, on pense que c'est très important ensuite, après avoir fait ce diagnostic des inégalités en matière d'entrepreneuriat, de passer à la séquence suivante. On pense qu'il y a vraiment un problème en fait, de financement, donc il y a des dispositifs qui existent. Aujourd'hui, ces dispositifs accompagnent un certain nombre d'entrepreneurs. On sait qu'une partie en fait, de ces entrepreneurs reste sur le bas-côté de la route. Et donc, avec nos amis de PwC, avec AWA, avec d'autres structures, on a réfléchi à l'idée même, finalement, de se doter d'un outil de financement très humble, qui se veut tourner autour en fait, de la notion de prêt d'honneur à taux zéro. Donc on a été voir un certain nombre d'entrepreneurs de la diversité ayant déjà fait l'expérience. Et donc on a collecté de l'argent et donc on va rentrer dans une logique où on va maintenant tester du préfinancement pour peut-être ouvrir d'autres horizons. Donc voilà ce qui est envisagé. Merci à tous les participants en fait, de ce projet Sens. Collectif. J'ai entendu le mot collectif. Un mot de conclusion, mesdames. Hélène, vous qui applaudissez, la suite, c'est quoi? Comment vous vous projetez à la BPI sur ces questions? C'est un enjeu majeur, l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Et son financement. Et du coup, je vais peut-être dire un mot sur le programme Entrepreneuriat pour tous, puisqu'on l'a vu, donc il y a une richesse d'accompagnateurs pour ces créateurs, il y a une richesse d'offres également. Maintenant, l'enjeu, c'est que les personnes concernées aient accès à cette offre. Et c'est pour ça que le programme Entrepreneuriat pour tous, il vise essentiellement à aller vers les gens issus des QPV, vers les territoires ruraux, pour les sensibiliser justement à l'accompagnement dans leur création d'entreprise, au financement et au bon calibrage de ce financement par rapport à leurs besoins. Et un élément peut-être Sens qui va rentrer dans le catalogue BPI. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est qu'on ait accès aux informations dans un organe numérique ou papier d'ailleurs centralisé. Pauline. La suite, c'est la mesure de la valeur qui aura été générée en fait par ces entrepreneuses et ces entrepreneurs. On en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout, donc de l'amorçage, et puis un suivi tout au long du projet pour être capable de mesurer et de démontrer que finalement la diversité, elle est réellement vecteur de performance. Et donc la suite, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Positif Planète France, vecteur de communication pour faire connaître aussi ce dispositif Sens, parce que l'enjeu, c'est aussi de le faire connaître et vous êtes le relais. C'est ça. Enfin, en conclusion, si je puis me permettre, je dirais que je vais peut-être évoquer trois sujets, quelque part trois annonces. C'est vrai qu'en premier lieu, on en a déjà discuté avec AWA, nous allons en effet intégrer cette communauté Sens, à la fois pour, je dirais, promouvoir en effet ce financement et faire en sorte qu'un certain nombre d'entrepreneurs que nous avons accompagnés puissent bénéficier de ce fonds. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on en parle en effet, le questionnement sur l'accès au financement des entrepreneurs finalement, quels qu'ils soient, on se pose tous la question.
Et nous, chaque année, on réalise une étude d'impact. Et cette année, on va, dans le cadre de cette étude, justement, travailler plus particulièrement sur ces questions d'accès au financement, des biais liés au financement, pour en effet, pour nous, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème, pouvoir partager ces informations. Et puis, troisième point, quand même, on est aujourd'hui au sommet de l'inclusion économique. Nous, un de nos sujets, c'est que 40 000 personnes sont venues nous voir, mais 9 000 ont créé. Donc la question, le questionnement qu'on a, que sont devenus ou que deviennent finalement ces entrepreneurs qui peut-être n'ont pas entrepris pour différentes raisons. Et donc notre sujet aussi à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait une inclusion économique pour ces porteurs de projets qui n'ont pas créé. Alors on y travaille, nous, mais également on souhaite travailler encore plus, et pour ceux qui étaient là tout à l'heure, Jacques Attali en a parlé, travailler beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui avec Mosaïque RH, sur plusieurs projets assez concrets, sur créer des... Pour limiter autant que faire se peut la casse et les accompagner le plus loin possible. Quelques mots très courts, s'il vous plaît, chacun. Awad Ramé et Étienne Agelot. Parce que le temps, vous savez ce que c'est le temps. Oui, j'ai vu avec vous. Eh oui, on est surveillé. Très rapide. Alors moi, un petit message déjà pour les femmes, parce qu'on n'a pas parlé de l'orientation quand même de ce programme Sens, qui est fortement orienté sur l'accompagnement des femmes qui ont plus de mal à aller toucher des financements. Donc on va faire un focus particulier sur les femmes entrepreneurs. Donc ça, c'était un premier point. Et le dernier petit message, du coup, il sera destiné aux dispositifs d'accompagnement et aux entreprises. C'est-à-dire qu'encore une fois, je rappelle, le programme Sens n'a aucune utilité s'il est porté seul. Donc, je suis très heureuse d'avoir discuté récemment avec les équipes de Positive Planète qui souhaitent nous suivre là-dessus. Un maillage, un réseau. Tout à fait. Et donc, c'est un appel, en fait, aujourd'hui, aux entreprises et aux dispositifs d'accompagnement. Rejoignez-nous, tout simplement. Venez nous rejoindre. Étienne, vous avez 30 secondes, mais je sais que vous allez pouvoir le faire chez WeCare. Ouais, je vais terminer juste avec un appel. Vous avez envie d'entreprendre dans un métier qui fait sens, qui est utile. On a les moyens de vous accompagner, tant en termes de formation qu'en termes de financement. Donc voilà, rejoignez-nous. Il est parfait. Chrono parfait. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Étienne. Et à très, très bientôt pour peut-être le suivi de Sens. Absolument. Merci Arnaud Ardouin. Je vous invite en descendant à signer le pacte de l'inclusion économique, à nous poser un petit autographe. Ça fait plaisir. Et merci à tous, en tout cas, pour votre engagement. Vous l'avez vu, les journées s'enchaînent, la journée, les plénières s'enchaînent. Et on va sans tarder faire la place pour la prochaine keynote générique. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur diversifiervostalents.com, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Et pour notre première keynote sur le thème du financement pour tous, toujours, j'appelle Majid El Jaroudi, entrepreneur engagé, fondateur de l'ADIV, Agence pour la diversité entrepreneuriale, également membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Je vous invite à venir sur scène. Majid, on peut l'applaudir aussi. Alors Majid, vous avez normalement un micro à dispo, vous restez debout, assis, c'est vous qui voyez comme vous êtes le plus à l'aise. Alors je vous ai entendu lors de votre dernière intervention au CESE, il y a quelques semaines, vous disiez que les gouvernants étaient en CDD, que les problématiques sont en CDI, j'ai adoré, et donc il fallait trouver des solutions par nous-mêmes. Alors lesquelles? Telle est la question, Majid, à vous d'y répondre en 6 minutes. Waouh, bon... En vrai, je n'avais pas préparé quelque chose. Donc, moi, je suis venu ici pour m'inspirer un petit peu de tout ce qui a été dit, tout ce qui est l'énergie aussi, que je ressens. Et merci à Aïda de me relancer parce que j'en ai besoin, puisque je n'ai rien préparé. Alors, il y a un truc. Je vais mettre les pieds dans le plat, c'est mon truc, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. C'est important ce genre de journée pour célébrer un petit peu ce qui a été accompli jusqu'à présent. Avec Saïd, on se connaît depuis très longtemps, et puis d'autres acteurs du terrain, on se connaît depuis très longtemps, et on sait le chemin qui a été parcouru depuis 20 ans. Mais on n'est pas dupe non plus. On sait qu'il reste beaucoup à parcourir. Donc ce type de journée, ça ne doit pas être uniquement des journées où on va s'auto-féliciter et se dire on a fait beaucoup de choses, on est très content et on va faire la promotion de tous nos programmes. C'est aussi le moment de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et tout à l'heure, j'entendais avec intérêt tous les dispositifs qui sont présentés. Il y a plein de choses qui sont présentées. Tout le monde va dire on a mis en place des annuaires, on a mis en place des plateformes, on a mis en place des programmes, on a mis en place des financements, on a tout fait. Mais les problèmes perdurent. Et si à un certain moment, les organisations qui mettent en place des choses ne se remettent pas elles-mêmes en question, on n'y arrivera pas.
Et donc, nous, notre mission, en tant qu'entreprise sociale, entrepreneurs sociaux, c'est d'être cet aiguillon un petit peu bienveillant, toujours, mais énervant également, pour dire quelquefois, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors moi, il y a quelque chose, justement, vous me lanciez la perche là, sur les gouvernants qui sont en CDD et les problématiques qui sont en CDI. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est très tributaire de la parole publique. On est à Bercy, c'est très symbolique, c'est important. Mais pendant que nous, on est là, il y a des conseillers qui travaillent dans les bureaux et qui sont en train de mettre toute une série de critères, de dispositifs à destination d'entrepreneurs ou de porteurs de projets ou de candidats qui rencontrent des difficultés. Et donc, on va mettre en place des politiques spécifiques à des populations spécifiques. On va parler des QPV. Croyez-moi, quand on sort d'ici, personne ne sait c'est quoi un QPV. Un quartier politique de la ville. Personne ne connaît. Je vais rencontrer un entrepreneur sur le terrain, je vais lui dire, toi, tu es entrepreneur QPV. Il va me dire, super, c'est quoi? Il ne sait pas. Et par contre, celui qui est de l'autre côté de la rue, je lui dis, toi, tu n'es pas QPV, donc tu n'es pas éligible au dispositif. Ah, mais pourtant, on est juste à côté. Là, il y a un problème. Et le fait que ces politiques publiques, elles mettent dans des cases des populations, ça infuse auprès des grandes entreprises qui veulent participer au changement et qui vont utiliser les mêmes grilles d'analyse que ces politiques publiques. Et on a du mal à aller au-delà de ça. Et moi vraiment, ce que je voulais dire quand j'étais au CESE, c'est que je voulais lutter contre cette logique d'appel à projet systématique où le porteur de projet, il doit répondre à toute une série de critères pour être éligible à un soutien, pour être éligible à un financement, pour être éligible à une opportunité. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que ces critères-là sont hors sol. Ils sont pensés par des gens qui sont certainement très bienveillants et qui se disent on va essayer de régler toute une série de problématiques en un coup. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, on parlait d'un programme de reprise d'entreprise. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais la reprise d'entreprise, c'est une opportunité aussi pour un porteur de projet. Et on me disait, bon, on va faire une aide spécifique pour toutes les personnes qui veulent reprendre une entreprise. Et ce qui serait bien, c'est que ce soit une femme. Ah non, ce qui serait bien, c'est que ce soit une femme aux minima sociaux. Ah non, ce qui serait bien, c'est que ce soit une femme aux minima sociaux et qui ait un enfant, famille monoparentale. Et puis si elle habite dans un quartier, top. Et voilà, on fait un strike, on règle le problème de la reprise d'entreprise en disant c'est des femmes qui sont célibataires, qui habitent dans un quartier et qui ont le chômage. Et on a réglé 4 problèmes d'un coup. Et ça, c'est la logique qui prévaut le plus souvent dans l'établissement des politiques publiques. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses intéressantes. En revanche, on ne peut pas se dédouaner, nous, acteurs, grandes entreprises, institutions publiques, on ne peut pas se dédouaner en disant on a mis en place tous les dispositifs possibles et imaginables. Sur notre site internet, il y a tous les dispositifs. Non, parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer pour un candidat, c'est l'enfer pour un entrepreneur. Et puis, en parlant de ça, en parlant uniquement des success stories, des gens qui ont bien réussi à défricher, déchiffrer, défricher aussi d'ailleurs, tous les dispositifs qui existaient, on va pointer l'exception. Moi, j'ai envie qu'on parle aussi du candidat qui est tout seul, dans sa chambre de bonne, qui ne trouve pas d'emploi. J'ai envie qu'on parle de l'entrepreneur qui a réussi à créer, qui est passé par les dispositifs et qui a créé sa boîte, mais qui le soir ne peut pas se payer, a du mal à payer ses traites, qui est tout seul, mais comme c'est un héros, parce que c'est un entrepreneur, il ne peut pas en parler. On ne parle jamais du désarroi que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. J'ai entendu ça tout à l'heure. Non, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde peut avoir accès aux outils pour devenir entrepreneur. Et ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas notre vocation à faire en sorte que tout le monde soit entrepreneur. La seule chose que chacun d'entre nous doit entreprendre, c'est sa vie. Merci. Bravo. C'est super inspirant. Merci beaucoup, Majid. Je vais appeler maintenant un homme qui a pris la tête de l'ONG Singa, qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés, avec une ambition, que les réfugiés prennent eux aussi leur part dans notre économie. Et c'est bien sûr Benoît Hamon. Bonjour Benoît, bienvenue. Micro, pupitre, c'est vous qui voyez. Bon, racontez-nous comment vous faites pour permettre aux réfugiés migrants de trouver leur place. Non mais je vais prendre, parce que j'ai voulu être sérieux, donc j'ai pris des notes. Et puis ça va me rappeler des souvenirs. J'ai beaucoup aimé, il y a presque un septennat de ça, être ministre de l'économie sociale et solidaire ici, et ministre de la consommation. Et déjà, on parlait d'inclusion à l'époque, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Et je suis très heureux de revenir cette fois-ci comme dirigeant
Singa Global, qui est une entreprise sociale et une organisation citoyenne à la fois, et qui est entièrement dédiée à un sujet dont on parle beaucoup, l'inclusion des personnes réfugiées et des personnes migrantes par l'entrepreneuriat. Quelques mots sur Singa, parce que je ne vais pas rater ces 7 minutes qu'on m'offre pour vous parler d'une organisation qui est d'abord une organisation qui rassemble des centaines de visages d'entrepreneurs qui sont venus au terme d'un exil en Europe, ici en France, créer à la fois des liens, des valeurs, et qui constitue, à mes yeux, mais aux yeux de beaucoup, le démenti irréfutable des représentations négatives qui ont désormais colonisé nos imaginaires quand on parle de migration. Et j'aurais commencé par vous dire qu'avec nos mémoires de poissons rouges qui sont dopées aux réseaux sociaux, on oublie que les migrations sont aussi vieilles que l'humanité. En fait, Homo sapiens, c'est-à-dire nous, est un homo ambulance, c'est-à-dire un homme qui marche. Et que depuis que la Terre est ronde, des hommes et des femmes font le tour de celle-ci. Et qu'il est aussi absurde de dire qu'on va arrêter les migrations que de dire que la Terre est plate. Et je voulais commencer par cela, parce qu'on entend tant de choses aujourd'hui se dire sur les migrations qu'il faut quand même rappeler ces évidences. Alors, Singa, dans les semaines et les mois qui viennent, va changer d'échelle pour 2 raisons, et vous les comprendrez assez aisément. La première de ces raisons, c'est que les migrations elles-mêmes changent d'échelle. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais la Banque mondiale estime que 216 millions de personnes seront des déplacés climatiques d'ici 2050 pour 2 raisons, l'insuffisance d'eau et l'insuffisance de production agricole. Et la deuxième raison, vous l'observez comme moi autour de vous, c'est la radicalisation des résistances à l'idée même des migrations dans toutes les sociétés d'accueil, et notamment la société française. Singa, comme organisation donc citoyenne et entreprise sociale, vise un impact systémique sur le regard hostile que porte aujourd'hui une grande partie, je ne vais pas dire une majorité, parce que je ne renonce pas, mais une grande partie des Européens sur les migrations. Comment faisons-nous ça? En faisant la preuve que l'inclusion favorise l'innovation et une prospérité partagée. Mais ça suppose, je crois, de regarder les choses en face. Ce qui caractérise aujourd'hui la manière dont on parle des migrations, c'est la déshumanisation des personnes migrantes. Les personnes disparaissent derrière des nombres, elles n'ont ni nom, ni visage, ni sentiment, ni passé, ni futur. Et quand vous regardez le champ lexical commun dans lequel on puise notre vocabulaire pour parler des migrations, c'est celui de la guerre. On parle d'invasion, de submersion, de grands remplacements. On entend parler de front migratoire, voire même d'attaque migratoire. Et les migrations sont la plupart du temps aujourd'hui présentées comme un fléau. Et je rappelle à ceux qui ont fait un peu d'histoire comme moi que celui qui était présenté comme le fléau de l'humanité, c'est celui qui envahissait déjà l'Europe, le barbare, la figure du barbare, Attila, nommé pour l'histoire fléau de l'humanité. Et c'est un paradoxe d'observer cette situation au moment où, cette semaine même, nous allons panthéoniser une de nos immigrées les plus célèbres, devenue française, mais immigrée au départ, Joséphine Baker, et dont le nom va rejoindre la longue liste de ces immigrés célèbres dont l'œuvre et la vie participent de la gloire de notre grand récit national. Au Panthéon, Zola, au Panthéon, Gambetta, au Panthéon, Marie Curie, mais d'autres encore, Romain Gary, Chagall, Charpak, Apollinaire et combien d'autres encore. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on se pose la question. Où se trouveraient-ils tous ces grands noms, tous ces talents incroyables, s'ils venaient à prendre la route de l'exil pour rejoindre l'Europe en 2021? À la frontière biélorusse? Dans un bateau sur la Manche? Dans un bateau sur la Méditerranée? Sous les tentes porte de la Chapelle? Et s'ils étaient parvenus parmi nous, est-ce que ce « nous » aurait même une signification pour eux? Je vous donne cette observation que nous avons faite chez Singa et que nous continuons à faire. Parmi les personnes réfugiées, seulement 12% d'entre elles, 1 sur 8, reconnaissent avoir eu, depuis qu'ils sont en France, un échange ou une relation avec un Français qui n'était pas payé pour leur parler. 1 réfugié sur 8 a parlé avec un Français qui n'était ni un fonctionnaire ni un bénévole dont le travail ou l'engagement l'amenait à être en contact avec lui. Sans lien, il n'y a pas de société, pas d'inclusion. Alors je comprends que le sens de cette journée, comme la volonté partagée d'acteurs publics aujourd'hui,
d'entreprises et de représentants d'organisations non gouvernementales est d'affirmer qu'il faut en finir avec ce gâchis insupportable, incroyable, qui est le reflux d'inclure des personnes réfugiées et de révéler leur potentiel et leur talent. Je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur les qualités qui ne sont pas celles de toutes les personnes réfugiées, mais qu'on observe souvent au moment où elles intègrent nos incubateurs. Alors bien sûr, comme beaucoup de jeunes, ils sont jeunes, dynamiques, ambitieux. Mais il y a beaucoup d'autres choses chez les personnes qui ont affronté l'exil. Il y a la patience et la résilience, à force d'affronter de manière répétée toujours les mêmes épreuves. Il y a la capacité d'adaptation, on dirait l'agilité aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'adapter, être intelligent face à une situation nouvelle, c'est-à-dire l'aptitude au risque, l'aptitude à faire face à l'incertitude, autant de choses qui peuvent intéresser des entreprises et celles et ceux qui veulent la prospérité de notre économie. Et il y a enfin la créativité, l'innovation, la capacité à changer d'angle, à faire un pas de côté pour regarder, grâce justement à la diversité culturelle, un problème différemment de la manière dont on l'avait regardé jusqu'ici et trouver une solution là où c'était un problème sans réponse. Eh bien, nous considérons que ces qualités, nous prenons le risque qu'elles s'évanouissent si nous n'incluons pas ces personnes-là. Mais tout le monde ne fait pas la même chose. 44% des entreprises de tech en Allemagne et en Angleterre sont créées par des personnes migrantes. 40% des grandes entreprises américaines du Fortune 500 ont été créées par des immigrés ou leurs enfants. Une économie inclusive est une économie innovante. Une société inclusive est une société forte. Alors, avec Singa, grâce à nos 9 incubateurs en Europe, nous accompagnons des centaines de projets d'entreprises qui sont portés par des personnes réfugiées ou migrantes. Nous avons permis la création de 337 start-up qui sont sorties de nos programmes et elles grandissent dans tous les secteurs. Il ne faut pas croire que celles et ceux qui sont des personnes réfugiées deviennent entrepreneurs, ne créent des entreprises que dans le même domaine, en gros, café-restaurant. Oui, il y a bien sûr des cafés-restaurants, mais il y a des entreprises de tech, il y a des entreprises de sécurité, il y a des entreprises d'information, d'éducation, de santé et que sais-je encore, dans tous ces domaines-là. Et preuve de la résilience de ces entrepreneurs, 60% de ces entreprises sont toujours actives 3 ans après la sortie de nos incubateurs. Vous en connaissez sans doute quelques-unes. Carbone Mobile, qui a été créé en Allemagne, le premier mobile entièrement en fibre de carbone. Meet My Mama en France, un traiteur qui propose des voyages culinaires à travers les cuisines du monde. Kaukab, une plateforme en ligne qui propose le ramassage des déchets métalliques. J'accueille, qui est un programme qui est bien connu, une plateforme qui permet l'hébergement des citoyens, par les citoyens des personnes réfugiées. Alors je viens à ma conclusion. J'aurais plein de choses à vous dire là-dessus, mais concrètement, des organisations comme la nôtre, sans partenariat avec de grandes entreprises ou les pouvoirs publics, elles ne peuvent rien. Donc on a besoin de vous. Et je ne vais pas tourner autour du pot, c'est aussi pour ça que je suis ici. On a besoin de vous pour accompagner de nouvelles entreprises dans nos incubateurs et créer de nouveaux incubateurs dans les secteurs où il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Parce que plus il y aura d'entrepreneurs dans ces secteurs-là, plus il y aura d'emplois créés et plus ça nous permettra de répondre aux besoins qui sont ceux de l'économie et de la société. On a besoin de vous pour créer de l'activité économique et des nouveaux services dans les territoires désertifiés et là où la création d'entreprises par des personnes migrantes ou réfugiées répondra à des besoins économiques qui sont absolument fondamentaux. Voilà ce que je voulais vous dire. L'inclusion, c'est l'innovation et c'est une chance pour la France. Et je terminerai d'un mot par la citation d'un célèbre Français, mais qui est né russe et lituanien à la fois, Romain Gary. Il disait « Le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Et le nationalisme, c'est la haine de l'autre. » Alors aimer la France, c'est embrasser sa diversité, inclure ceux qui la rejoignent, leur promettre ou leur permettre surtout de s'élever en révélant leur potentiel et leur talent. Je vous remercie. Merci beaucoup Benoît Hamon pour cette prise de parole. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine plénière. On enchaîne, vous l'avez vu, et ça sera juste après le générique.